Ce qui m'a motivé et beaucoup inspiré, c'était de me mettre au service du développement de mon pays. Donc c'est comme ça que j'ai atterri au cabinet du Premier ministre, en me disant que le pays m'a tout donné. J'ai eu une bourse parce que je suis nigérien. Je suis allé, j'ai étudié, je suis revenu et j'ai pensé qu'à un moment donné, il fallait que je donne aussi à mon pays. Bonjour à toutes et à tous. Donc heureux de vous retrouver sur cette rubrique éducative. Donc c'est Idriss Lawali Abdou, donc concepteur de l'application Karatu Post Bac que vous connaissez, que je vous recommande d'aller télécharger sur Play Store et App Store. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, ici on parle éducation, on parle inspiration, motivation, mais aussi parcours et études. Aujourd'hui, on va vous présenter un métier atypique. Et je remercie mon invité pour ça. Et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses, mais aussi que ça va beaucoup vous intéresser. Le plus important, vous êtes bloqué, c'est flou pour vous. Posez les questions comme il le faut. Donc, on y répond. On est là pour vous. On est une famille. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore Karatu Post Bac, allez-y la télécharger. Soutenez-nous en partageant et en donnant l'information à ceux qui en ont le plus besoin. Sans plus tarder, on va aller rencontrer mon invité. Il va vous parler de son parcours. Il va vous parler aussi de ce qui l'a motivé à faire ce qu'il fait aujourd'hui et toute la beauté qu'il y a dedans. Allez, on y va. Go! Bonjour Amadou. Bonjour Idriss. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté aujourd'hui de nous parler de ce que tu fais, de ton métier, de toi-même et de ton parcours. Donc, sans plus tarder, on va y aller, on va découvrir ce que tu fais. Du coup, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Je suis Amadou Boukar, je suis nigérien. Et je travaille pour le cabinet du Premier ministre dans une cellule qui est rattachée au cabinet qui s'appelle la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale. Alors c'est un nom qui a tendance à être perçu par le grand public comme grossier ou barbare, mais tout ce qu'on fait simplement, c'est qu'on analyse les politiques publiques, d'une part, et de l'autre part, ce qu'on fait, c'est l'évaluation de l'action gouvernementale. Donc c'est nous qui mesurons la performance des différents ministères. Okay. Le programme sur la base duquel le président de la République est élu, c'est nous qui l'évaluons. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des études et à partir de ces études, on tire des conclusions et des recommandations que l'on adresse à l'endroit du Premier ministre qui sont mises en œuvre au niveau gouvernemental à travers les réformes. D'accord. Voilà donc de manière très simple ce que fait cette cellule, ce que je fais au cabinet du Premier ministre. Merci pour ta présentation. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique? Mon parcours académique est classique. J'ai un bac littéraire au collège Mariama et après ça, j'ai pu avoir une bourse. J'ai fait une licence en droit à l'université Kadi Hayat de Marrakech. Et après ça, tout de suite, j'ai fait un master en droit et institutions, option droit de l'entreprise, à l'université Clermont-Ferrand. D'accord. Après cela, donc j'ai eu la chance de faire 2 parcours académiques pour apprendre tout ce que j'estime me manquait dans le cadre de mon travail au quotidien. J'ai fait le Mandela Washington Fellow, qui est donc un programme qui vise à renforcer les capacités de jeunes en Afrique, soit en leadership, entrepreneuriat, business ou en engagement civique. Donc j'ai fait un certificat en administration publique. D'accord. Et un deuxième certificat en leadership, mais cette fois-ci en business. Okay. Pour me lancer sur un projet personnel qui est un certificat itinérant en Afrique et en Europe, donc avec HEC Paris, le lead campus d'HEC Paris. D'accord, d'accord, d'accord. Super, merci en tout cas pour cette présentation, mais aussi tu nous as parlé de ton parcours académique. Donc on voit un peu le lien à travers les certifications que tu as eu à faire à travers ton parcours, mais aussi, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers le domaine aujourd'hui, ce dans quoi tu travailles? Alors, est-ce que j'ai été inspiré? Je ne pense pas. Ok. Je n'ai pas été inspiré. Si tu veux,
Tu disais tantôt que je faisais un emploi qui était atypique, Oui. mais en réalité, tous mes choix de carrière sont aussi atypiques que l'emploi que je fais aujourd'hui. Ok. Tout de suite après l'obtention de mon master, j'ai commencé à travailler dans l'outsourcing au Maroc. Et dans cette entreprise, j'ai été recruté comme chargé de recrutement et de formation parce que c'est cette opportunité que j'avais. Et à cette époque, ce qui m'intéressait, c'était pas... Après l'obtention du master, je ne voulais pas tout de suite rentrer au Niger parce que j'avais besoin d'acquérir une espèce de professionnalisme, comment on appelle ça, j'avais besoin d'acquérir un minimum de compétences professionnelles avant de rentrer au Niger. D'accord. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai commencé à travailler, puis 2 ans après, on m'a proposé d'être Operation Manager. Okay. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui un responsable opérationnel d'activité. J'y ai travaillé dedans pendant 4 ans, c'est un emploi qui m'a plu, c'était un environnement qui était multinational, c'est une entreprise qui est française délocalisée au Maroc et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en termes de méthodologie de travail, en termes d'outils de travail. Quand bien même j'avais étudié le droit, me retrouver dans un métier qui était lié au Customer Relationship Management, ce n'était pas forcément mon domaine de prédilection. Oui, tout à fait. Voilà. Donc après ça, à un moment donné, si tu veux, au Niger, ils ont lancé un recrutement pour motiver les talents, qu'ils ont appelé ça talent, c'est pas moi, ils ont appelé ça talent, pour motiver les retours, voilà, le retour des talents de la diaspora au Niger. Donc j'ai candidaté, on était à peu près 500, puis après on est passé à 80, puis finalement on était 20 retenus pour travailler dans cette cellule du cabinet du Premier ministre que j'avais présenté au début. Donc l'idée, l'offre d'emploi, c'était... Est-ce que vous vouliez servir votre pays? Ok. Donc si tu veux, ce qui m'a motivé et beaucoup inspiré, c'était de me mettre au service du développement de mon pays. Donc c'est comme ça que j'ai atterri au cabinet du Premier ministre, en me disant que le pays m'a tout donné. J'ai eu une bourse parce que je suis nigérien, je suis allé, j'ai étudié, je suis revenu et j'ai pensé qu'à un moment donné, il fallait que je donne aussi à mon pays. J'ai donc aujourd'hui, au cumul de ma carrière professionnelle, 14 années d'activité professionnelle et d'expérience professionnelle au service du secteur privé dans un premier temps, parce que je fais 6 années à l'étranger, puis ensuite aujourd'hui 8 années au service du secteur public. D'accord. Donc je pense que que ce soit de dedans ou de dehors, ça me donne une vue d'ensemble. Et aujourd'hui, si tu veux, je disais qu'on faisait de l'analyse politique publique, mais moi, le domaine dans lequel je suis spécialiste secteur privé. D'accord. Donc en tant que spécialiste du secteur privé, pour quelqu'un qui a étudié le droit, c'est très bien parce que ça me permet de faire l'analyse sur tout ce qui concerne les lois, les règlements, le dispositif institutionnel réglementaire qui permet d'assainir davantage le climat des affaires de ce pays. Ok, super. Merci en tout cas d'avoir parlé de ton parcours, d'avoir parlé de ce que tu fais, mais surtout d'avoir en fait d'avoir pu lier le tout ensemble. Et ce qui m'a plu dans ce que tu as dit, c'est que en fait tu as ça comme parcours, académique. Aujourd'hui, voici ce que tu fais. Il n'y a peut-être pas un lien direct et surtout, en fait, toi, au début, tu ne savais pas exactement aussi ce que tu allais forcément faire. Mais moi, ce que je comprends, tu me corriges si je me trompe, c'est que en fait, tu as vu une opportunité, en tout cas une opportunité, et tu as vu aussi en fonction de ce que tu avais fait dans le passé, tu avais les capacités en tout cas d'y aller, mais tu t'es pas posé cette question parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de gens, d'une part, ne savent pas ce qu'ils veulent faire après leur bac, après même des études à l'université. Mais en fait, ils n'arrivent pas à se projeter. Quand ils n'arrivent pas à se projeter dans un métier, ils se bloquent. Ils se bloquent et du coup, en fait, ils se mettent des freins et des barrières. Et toi, c'est ce que tu n'as pas fait, en fait. Et quand tu avais vu l'offre, en fait, tu as dit non, j'y vais, et enfin, je pense que je peux le faire. Et c'est en ça que je t'avais posé la question, qu'est-ce qui t'a réellement inspiré à aller vers ce métier-là? Alors, ce que tu dis est très pertinent parce que je me rappelle d'un tweet que j'ai fait il y a 2-3 jours. Lorsqu'on vous présente une opportunité et que vous ne savez pas la faire, ne dites pas « je ne sais pas la faire ». Apprenez à la faire et saisissez cette opportunité. Exactement. Et je pense que toute ma vie, j'ai toujours fait « je ne sais pas dire « je ne sais pas faire ».
Quand il y a une opportunité qui se présente, je la saisis et j'apprends à faire. Je vais du postulat selon lequel ce qu'une autre personne peut faire, je peux aussi la faire. Il faut savoir se donner les moyens dans la vie. Maintenant, pour revenir à mon parcours personnel, c'est que si tu veux, en réalité, je savais que le premier métier que j'ai commencé à exercer, il n'y a pas de corrélation entre le background académique et le parcours professionnel. Et je me suis dit, dans tous les cas, il y a quelque chose à prendre, qui est cette façon de travailler, qui est cette méthodologie de travailler, qui sont les outils, et ensuite qui est un état d'esprit. Travailler dans un environnement où il y a une certaine diversité culturelle, forcément, te donne des outils pour plus tard pouvoir travailler avec les gens. C'était le management, c'était la façon de travailler, etc. J'ai pu prendre tout ce que je pouvais prendre du métier. Et quand cette opportunité de travailler s'est présentée à moi, je n'ai pas non plus lésigné à la saisir. Bien sûr que je me suis posé des questions sur le retour au Niger, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, notre administration publique, de comment on l'aperçoit, particulièrement quand on vit à l'étranger et qu'on a été exposé à d'autres cultures. J'ai eu toutes ces questions, mais je n'ai pas eu un seul moment de doute, parce que mon intime conviction, c'était ce que je voulais faire à ce moment T, c'est cette question qui était dans l'offre. Voulez-vous servir votre pays ? Et à ce moment, j'étais prêt à le faire. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense que je suis très satisfait de ce que je fais. Super, super. Et vous qui nous regardez, du coup, je prends en fait cette perche. Je vous dis, si vous aussi vous vous trouvez face à de telles opportunités, et c'est pour ça qu'on vous partage en tout cas ces types de contenu, n'hésitez pas, ne doutez pas de vous-même. C'est normal de se poser des questions. C'est normal de se remettre peut-être en cause quand on est face à des challenges que vous trouvez peut-être lourds. Mais il y a un adage ou un proverbe qui dit si vos rêves ne vous font pas peur, peut-être changer de rêve aussi des fois. Donc on va continuer dans la découverte du parcours aussi de ce que fait Amadou. Donc je m'en vais te poser la question tu nous as parlé du coup de la validation comment dire ça tu nous as parlé de la validation, de l'assessment de la politique, en tout cas du président de la République, ou bien du programme en tout cas. Et du coup, concrètement, dans la pratique, quels sont les types de choses que tu fais au jour le jour ou parce que tu dis validation, c'est quand même assez prétentieux de penser qu'on valide le programme du président de la République. C'est nullement pas ce qu'on fait. Non, ce qu'on fait au quotidien, si tu veux, c'est que on est une équipe de jeunes qui sont au service de cette cellule et on a des points relais dans les ministères, l'ensemble des ministères. Bon, aujourd'hui, on en a 33. À l'époque, on en avait 40 et quelques. Je ne me rappelle plus. C'est que chacun a des points relais dans les ministères, qui sont les SG et les directeurs d'études et de programmation. Les directeurs d'études et de programmation, en fait, si tu veux, ils font la planification de tout ce qui va se passer dans l'année au cours de l'année dans le ministère. Nous, on récupère ce plan, ce qu'on appelle le PAP, le plan d'activité programmatique du ministère. Donc, on récupère ça, on s'assied avec eux, parce que nous, on a les compétences pour discuter avec eux, pour leur dire ça, c'est réalisable, ça, c'est pas réalisable. Et ça, on le fait au début de l'année. D'accord. Lorsqu'ils font la programmation. Donc, on se renforce nos capacités mutuellement avec nos DEP. Les DEP, c'est les directeurs d'études et de programmation. Et ensuite, on a les SG. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait une évaluation au mois de juin, donc à mi de l'année. Les évaluations vont partir, tu as le plan annuel d'activité du ministère. Et de l'autre côté, tu as dans le programme du président de la République, donc en l'occurrence le programme de Renaissance acte 3, celui sur lequel il faut aller regarder. Donc je te donne un exemple, c'est par exemple pour le programme de Renaissance 3, je ne le connais pas, parce qu'il vient d'être voté, mais celui que je connais c'est bien le 2. Par exemple dans le programme de Renaissance 2, il était clairement établi que dans les objectifs et les ambitions du président, de l'ancien président de la République, il fallait construire 25 000 logements sociaux sur 5 ans. Donc une moyenne de 5 000 logements sociaux par an. Donc avec le ministère du Logement, on regarde avec eux, il y a 5 000. Combien ont été construits au cours de l'année? Vous êtes à combien au mois de juin? Et à la fin de l'année, à combien vous serez? Donc on a une cible. Avec des indicateurs, nous évaluons ainsi de suite. Et à côté de ça, donc ça c'est pour la partie suivi, évaluation
de l'action gouvernementale, nous faisons aussi la mesure de performance des ministères. Donc, en fonction de toutes les activités qu'ils ont programmées, combien ont été réalisées pour dégager le taux de réalisation du ministère. D'accord. Donc, ce qui permet au Premier ministre, qui est le chef de gouvernement, de pouvoir dire là c'est bon, là c'est pas bon, si on doit faire ça, il faut. Donc nous on fait des recommandations, il faut redoubler plus d'efforts ici, si la tendance se maintient, on n'atteindra pas cette cible, etc. Donc à côté de ça, on sait aussi de l'analyse de politique publique. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on va faire des études. Tout simplement. Donc là, la dernière étude qu'on a faite, c'est l'étude sur les attentes et les perceptions de la demande sociale en éducation. Donc on regarde, c'est les secteurs sociaux au Niger, on est tous conscients qu'il faut qu'on redouble plus d'efforts, il faut qu'on travaille encore davantage. Mais jusque-là, on s'est rendu compte que tout ce qui a été fait dans ce pays, c'est en fonction de l'offre éducative et non pas de la demande. Oui. On n'a jamais demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez faire. Quand je dis éducation, je parle de l'éducation nationale. Oui. Donc l'école primaire et puis le collège et le lycée. Et donc, on n'est pas allé écouter les gens sur leurs attentes éducatives, sur leur perception de comment fonctionne. On fait cette étude, on l'amène généralement. Donc on se met tous ensemble, on va sur le terrain, on fait les 8 régions du pays et à l'issue de ça on sort un rapport de l'étude et sur la base de ça on finit par des conclusions et des recommandations qui sont remises au Premier ministre qui permet par la suite d'apporter des corrections, de driver des réformes dans le cadre de l'éducation de notre pays. D'accord, d'accord. Ok, cool, cool, super intéressant. Du coup, vous êtes à l'écoute aussi des jeunes, de ces jeunes aujourd'hui qui nous regardent, de ces jeunes qui se posent beaucoup de questions. Mais selon toi, quel est aujourd'hui, quels sont les métiers en fait d'avenir qu'on peut avoir au Niger? Quels sont, parce que je sais que tu es, en voyant ce que tu fais aussi, tu es souvent sur le terrain, tu échanges avec les jeunes, mais aussi tu as aussi une certaine vision globale en fait de ce qui se passe dans le pays. Selon toi aujourd'hui, si tu as des conseils à donner à ces jeunes-là qui nous regardent, c'est sur quoi ils peuvent partir déjà comme base, comme fondation, on va dire, pour se projeter sur les métiers d'avenir au Niger? Alors, je ne peux pas répondre à cette question sur la base d'études ou de sources de données que je connaisse. Je n'ai pas d'informations par rapport à ça, mais je peux te donner ma perception par rapport à ça. Moi, je pense que les métiers d'avenir sont liés à tout ce qui est dans le digital, tout ce qui est dans le numérique aujourd'hui. Cette crise, cette pandémie sanitaire mondiale que nous connaissons nous a prouvé qu'il ne faut pas forcément être physiquement assis dans un bureau pour pouvoir délivrer un travail. Et donc, grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles solutions, à l'innovation que nous propose ce secteur qui est celui du digital et du numérique, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont réussi à faire leur travail. Alors, l'autre aspect, c'est que selon le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé ici au Niger, il est clairement établi que l'État ne peut recruter que 2% de la population active. La population active, c'est l'ensemble de personnes qui sont en âge de travailler, qui ont un certificat ou un diplôme et qui souhaitent s'insérer dans le tissu socio-économique de ce pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les 98% restants, il faut bien qu'ils aient un emploi et qu'ils puissent s'insérer dans le tissu socio-économique. Je pense que les jeunes devraient plutôt s'orienter vers des startups qui sont dans le digital, qui sont dans le numérique, pour que l'ensemble de ces startups proposent des solutions innovantes qui réduisent la distance, qui mènent à la productivité. On le voit, beaucoup de jeunes Nigériens qui sont dans la diaspora proposent des solutions innovantes. On a vu la diaspora africaine proposer même des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter qui sont destinés à un public qui est totalement africain. Et donc, de mon point de vue, c'est vers ça qu'il faut s'orienter, c'est vers ça qu'il faut le faire. Bon, maintenant, effectivement, dans les métiers d'avenir, je pense que la formation professionnelle aussi a de beaux jours dans ce pays. Exactement. Par rapport à la formation socio-professionnelle, la formation professionnelle, pardon, je pense à tout ce qu'on appelle les métiers de main. Donc c'est la soudure, c'est l'électricité, c'est la menuiserie, c'est l'électricité. Dans les centres de formation professionnelle au métier, il faut qu'on soit en mesure de sortir plusieurs cohortes qui sont à même de pouvoir satisfaire le domaine en termes de main-d'œuvre.
et que le capital humain aussi soit alimenté à partir de ce type de profil afin qu'on puisse répondre à cette demande qui existe. Maintenant, ce que je récuse de ce point de vue, c'est que vous avez des formations qui sont déployées en électricité, par exemple, dans des villages où les gens n'ont pas accès, ne sont pas connectés au réseau national électrique, ou par exemple en réparation de téléphones dans une région où il n'y a pas de personnes qui aient des téléphones, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans la zone. Super, merci, merci pour ces éclaircissements et tout ce contenu que tu nous délivres, Amadou. Et je vais revenir sur ton métier parce qu'un des objectifs aussi des vidéos qu'on fait, c'est promouvoir l'inclusion, mais aussi motiver les femmes à aller dans des domaines, vers des domaines en tout cas auxquels elles ne pensent pas. Et je me vais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes du coup autour de toi dans le métier que tu fais? Est-ce que tu en vois beaucoup? Dans le métier que je fais, de manière générale, là où je travaille, il y a beaucoup de femmes. Okay. Je ne parlerai pas de parité, parce que la question sous-entend ça aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, et je me rappelle lors du recrutement, je pense que ça n'avait pas atteint la parité en termes de femmes et d'hommes, mais on n'en était pas très loin. D'accord. Je connais de brillantes collègues. Après, si tu veux, la cellule dans laquelle je travaille est reconnue, parce qu'elle a été créée depuis 1999, comme étant un tremplin vers les organisations internationales pour ceux qui sont passés. J'ai beaucoup de collègues femmes qui sont partis à la BAD ou qui ont rejoint d'autres cellules beaucoup plus prestigieuses au cabinet du Premier ministre. Mais on n'est pas très loin de la parité, même si on ne l'a pas atteint en termes de femmes et d'hommes au sein du travail que je fais. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont analystes de politique publique et qui font le suivi de l'action gouvernementale. D'accord, super. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et vous qui nous regardez, parce que je sais que beaucoup de femmes se mettent souvent des barrières quand il s'agit d'aller très loin. Donc, viser loin, c'est aussi pour vous. Donc, il y a déjà beaucoup de femmes dans le domaine. Il y a déjà beaucoup de femmes qui y sont. Rejoignez-les et faites prospérer, on va dire, aussi. Et faites-vous, rendez-vous visible parce qu'on a besoin qu'on vous voit, nous, ou je dirais, en tout cas, les autres filles, et qu'elles s'inspirent de vous et de vos parcours. Et je vais te demander, du coup, pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce type de métier? Vous savez, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. C'est un travail de conception, de design et de réflexion. Si je compare par rapport à mon métier d'avant où j'étais dans l'outsourcing pendant 6 ans, où il faut beaucoup parler, être au contact du client, discuter avec les gens, coacher, former, manager une équipe, faire des demandes, envoyer beaucoup d'emails, etc. Ce métier, ce n'est pas le cas. C'est un métier qui te demande d'être extrêmement concentré parce qu'on te demande de beaucoup réfléchir par rapport à ce que tu as entendu ça et là pour faire de l'analyse et délivrer une note. Donc c'est un travail où tu es beaucoup enfermé dans un bureau, où tu es renfermé sur toi-même. Vous avez quelques rares réunions. Donc une des qualités, c'est vraiment que la personne ait envie d'être sédentaire. La sédentarité. Parce que si tu es quelqu'un qui aime sortir du bureau, aller aux rencontres des gens, faire des rendez-vous en clientèle, faire des meetings, des briefings, des débriefings, c'est strictement pas le métier qu'il te faut. Parce que c'est un métier où tu es assis derrière ton bureau, où tu réfléchis, tu saisis, tu lis, tu relis, tu fais des comités scientifiques, tu fais des comités de lecture pour pouvoir délivrer des rapports. Nous, on est dans la production de connaissances. Donc, c'est une cellule de réflexion pour une aide à la prise de décision pour le Premier ministre. Mais de manière générale, l'analyse de politique publique, c'est exactement ça. Après, on a quelques rares activités qui sont en outdoor, en outside du bureau qu'on fait, mais c'est généralement des activités de communication qui visent à communiquer par rapport à ce qu'on fait pour qu'ils puissent atteindre un grand nombre de personnes par rapport au travail. Mais une des qualités, c'est vraiment d'aimer la sédentarité, donc d'être extrêmement patient. D'être assis derrière son bureau. On peut être assis pendant 5 heures sans bouger parce qu'on est en train de saisir et de réfléchir. D'accord, d'accord, ok, cool, cool. On voit toute la dimension que tu as présentée. Et du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose vers quoi vous vous sentez en tout cas à l'aise et que ça vous met à l'aise, du coup, ce qu'il a dit. Donc, c'est un métier qui est fait pour vous. Commencez à y réfléchir et aussi regarder tout ce qu'on a dit le long de la vidéo pour vous inspirer et commencer peut-être à monter en compétence sur des choses qui ont été dites ici. Et
on est presque à la fin de la vidéo, en tout cas de cette interview, et merci en tout cas pour toutes les infos que tu as partagées avec nous. Donc là, je vais te demander du coup, quels sont les conseils en tout cas que tu as donnés à ceux qui nous regardent, des conseils, on va dire généralistes, mais aussi liés aussi à ton métier et aussi à tout ce que tu fais sur le terrain. Le premier conseil que j'ai envie de donner aux plus jeunes que moi, sans aucune prétention, c'est choisissez la filière. Dans le cadre du parcours académique, le plus important, c'est la filière. Quelle filière j'ai envie de faire après le bac? Se renseigner auprès des plus anciens. Se renseigner veut dire quoi? Moi, j'ai envie de dire de trouver un mentor, une personne avec qui on discute et qui peut nous orienter grâce à son réseau vers d'autres personnes qui ont eu le même parcours et auxquels on souhaite aspirer, pour que ces personnes nous disent voilà les pièges que j'ai eus et je fais mon retour d'expérience pour que toi tu ne tombes pas dans ces pièges. Une fois que le choix de la filière est fait, à partir d'un mentor, il faut regarder quelles sont les perspectives que cette filière peut ouvrir, les débouchés. Si vous prenez toutes les plaquettes des universités, pour ceux qui veulent aller à l'université, c'est quand je fais le choix de la licence ou du master après le bac, c'est qu'on me dit voilà les débouchés en lien avec ça. Je regarde, est-ce que je vais revenir au Niger? Est-ce que je vais rester dans la diaspora? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je n'ai pas envie de faire ça? Donc, le troisième conseil que j'ai envie de donner aux plus jeunes ici, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. La passion, c'est ce qui nous permet tous les matins de ne pas être en retard au travail. C'est-à-dire que j'ai un engagement professionnel, je me réveille parce que je suis passionné par ce que je fais. Et ça, pour moi, l'exemple le plus illustratif, c'est Beyoncé, la chanteuse. Voilà une jeune enfant qui était passionnée par la chanson, qui a commencé à 9 ans, qui n'a pas fréquenté les écoles et qui traînait avec sa mère à faire les castings, à lancer des groupes, à lancer le plus grand girl band au monde, qui était le plus célèbre au monde, qui a vendu le plus de disques. Et aujourd'hui, tous les matins, qui vit de sa passion et qui est milliardaire à la fois. Donc voilà quelqu'un qui a su. Donc la passion est très importante dans ce qu'on fait. Et de manière spécifique par rapport à ce que moi je fais au quotidien, le conseil que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est d'embrasser tous les projets et programmes qui sont au service du développement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment de notre carrière, que ce soit au début ou à la fin, c'est de se dire, il est temps que je prenne un moment de ma carrière pour redonner. Giving back, donner à la communauté qui m'a donné, donner à ce pays, et c'est ensemble qu'on peut faire évoluer les choses dans notre pays. Merci beaucoup Amadou, en tout cas pour tes conseils, en tout cas que j'espère vous ont inspiré, donc vous a inspiré notamment dans la construction de votre projet d'études, votre projet professionnel, car c'est de cela qu'il s'agit. Donc on est à la fin de la vidéo, mais ce n'est pas tout à fait terminé parce que je vous invite en tout cas à aller consulter toutes les vidéos qu'on vous propose, tous les contenus qu'on vous a développés dans le but de vous inspirer, de vous accompagner dans ce développement de projet de carrière, de projet d'études. Donc, on est à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous savez où les poser. C'est soit en commentaire, mais aussi vous pouvez nous contacter à travers l'application Karatu Postbac. Karatu Postbac est là pour vous orienter. On est là pour vous accompagner. Donc, allez, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.